inconnu du grand public, a été surnommé par la presse le banquier nazi suisse. Pour la première fois, il a raconté sa vie en détail à l'historien Pierre Péan. Cette confession a été filmée dans des conditions particulières, ce qui explique parfois la mauvaise qualité du son. Sous ses allures de grand-père tranquille, le personnage que vous allez voir, et qui traverse les événements les plus tragiques du XXe siècle, revendique sans état d'âme l'héritage idéologique d'Hitler. Cette adhésion l'a conduit à nier contre toute évidence la réalité du génocide des Juifs par les nazis et à soutenir les mouvements les plus antidémocratiques dans leurs atteintes aux droits de l'homme. Est-il, comme il l'affirme, celui qui a tiré les ficelles du terrorisme international dans les années 70 ? A-t-il été au contraire utilisé comme appât par certains services secrets ? Manipulateur ou manipulé ? L'histoire que vous allez suivre va nous éclairer sur certains des faits les plus violents des 50 dernières années. Certains propos qui seront tenus par les témoins de cette histoire choqueront sans aucun doute. Mais contre toute attente, cette histoire croise la nôtre. On vous a souvent présenté comme un chef d'orchestre du terrorisme international. C'est plutôt peut-être un petit musicien dans cet orchestre, je ne suis pas le chef d'orchestre. Mais vous avez quand même fait des liaisons. Et comme je suis un homme totalement libre, j'ai des contacts partout, j'ai mes amitiés partout, je rapproche mes amis, mais c'est pas quelque chose de calculé chez moi. François Genoux est un nazi âgé de 80 ans, de nationalité suisse, qu'on peut définir comme un extrémiste, un activiste, un véritable homme de l'ombre. Qu'est-ce qu'un homme de l'ombre ? Quelqu'un qui tente d'agir sur le destin de son époque en secret. La télévision française n'a réussi qu'une seule fois à le débusquer. C'était en 1985. Une petite chose pour TF1. Pardon ? Est-ce que vous pouvez ou non nous confirmer que vous vous intéressez à la défense de Klaus Barbie? C'est pour TF1, la télévision française. Mais absolument rien à voir à ce sujet. En 50 ans d'activisme, François Genoux a agi implacablement. Exécuteur testamentaire d'Hitler et de Goebbels. Proche de Ben Bella et de Kider pendant la guerre d'Algérie. Agent du nationalisme arabe ou encore ami des chefs terroristes d'extrême gauche, Wadi Haddad et Carlos. Comment peut-on se dire nazi et en même temps agir pour le tiers-mondisme? Avant la chute du mur de Berlin, on disait que tout était simple. L'affrontement gauche-droite, le monde coupé entre l'Est et l'Ouest. Depuis 1989, on dit que l'histoire est devenue complexe. La vie de François Genoux nous prouve qu'au contraire, cette complexité est née dès la Première Guerre mondiale. François Genoux est né en 1915 à Lausanne, dans une famille de commerçants en papier peint. Son père, bourgeois modéré et francophile, souhaite que son fils prenne la succession du magasin. Mais Genoux, à 12 ans, découvre le monde à travers les actualités. En 1927, j'avais 12 ans, 11 ans et demi, 12 ans. Donc c'est une année décisive pour moi. C'est à ce moment-là que je commence à ouvrir les yeux sur le monde, à m'intéresser aux affaires du monde. Et il y a plusieurs événements qui m'ont beaucoup frappé. Le premier, c'est la traversée de l'Atlantique par Lindbergh, en solitaire. Pour moi, c'était l'apparition du héros, ce jeune pilote admirable. En 1927, il se passionne également pour l'affaire Sacco et Vanzetti. Ainsi naît l'affaire Sacco et Vanzetti. Vanzetti, 30 ans, marchand de poissons, Sacco, 30 ans, cordonnier, tous deux anarchistes. Tous deux également accusés d'avoir participé à un hold-up suivi d'un double crime. Condamnés à mort. L'attente va durer 6 ans. 6 années de manifestation du monde entier contre l'injustice. C'est une époque où les adolescents s'enthousiasment pour des aventuriers virils, défendent des causes radicales, s'élèvent contre les injustices de l'après-première guerre mondiale, honnissent ce monde de vieux monsieur à longue barbe qui, à la Société des Nations, parle de paix éternelle. En Allemagne et en Union soviétique, souffle le vent des révolutions totalitaires. Ces hommes nouveaux seront à l'origine des tragédies du XXe siècle. Il y avait une force émergente dont on parlait de plus en plus. C'était Hitler.
fier avec son emblème, avec ses principes, etc. Enfin, j'ai commencé à m'intéresser. Mes petits copains me donnaient la littérature, je lisais de temps en temps les journaux du Parti national-socialiste. Et j'étais très impressionné. Et je me disais, ah, moi, si j'étais allemand, je serais national-socialiste. Une décision paternelle va faire basculer la vie de François Genoux. En 1927, donc je termine l'école obligatoire. Mon père me dit, je trouve que tu es bien jeune pour quitter l'école. Que dirais-tu d'une année que tu passerais en Allemagne? J'étais très surpris sur l'Allemagne. Il a dit, oui, tu vois, ces gens, tu sais ce que je pense d'eux, je les déteste, mais ils ont des qualités qui nous manquent terriblement à nous dans la famille, dans notre famille. C'est l'ordre et la discipline. Alors mon père, naïvement, pensait que l'ordre et la discipline, cela s'apprend, alors que certainement on a ça dans les gènes. Genoux découvre l'ordre et la discipline allemande dans un pensionnat de Fribourg alors qu'il a 15 ans. C'était la vie sévère, la vie sérieuse, très simple. C'était la vie de l'époque. On était réveillé à la fanfare, on prenait le petit déjeuner extrêmement frugal. Alors, cette vie m'a beaucoup plu. Moi, j'ai toujours aimé la vie simple, la vie un peu spartiate. Nous étions peut-être une soixantaine de jeunes, entre 10 et 20 ans. Et j'ai appris à connaître les Allemands de près. J'ai vu j'ai vécu leur hospitalité, leur gentillesse, leur simplicité, leur dignité dans la pauvreté. C'est l'époque où le chômage augmentait, la misère s'installait partout. Automne 1932. L'Allemagne est au bord de la guerre civile pendant la campagne électorale qui va conduire Hitler au pouvoir. Un jour, ça devait être octobre, je pense octobre 1932, un dimanche, en rentrant d'une excursion, nous passons à Godesberg et mes amis sont allés voir des amis à eux, qui étaient les propriétaires de l'hôtel Dresden. Et nous avons la surprise de trouver là Hitler. Nous nous sommes trouvés face à face. Pour moi, c'était naturellement extraordinaire de voir en chair et en os cet homme j'avais vu Qui était déjà votre héros. Qui était déjà mon héros, n'est-ce pas? Moi, très ému. Et lui m'a serré la main. Et il m'a dit seulement une phrase, il m'a dit c'est votre génération qui créera l'Europe, c'est avec votre génération. C'est quelque chose qui m'a beaucoup impressionné. À l'époque, vous aviez déjà lu des choses de lui? Moi, Vous avez lu Mein Kampf? j'ai lu Mein Kampf à cette époque. J'ai lu Mein Kampf. Tout ça, ça m'a beaucoup conquis. C'est vraiment tout à fait remarquable. Parce que je ne peux pas changer maintenant en me disant « Ah, mais il n'aurait pas dit ci, il n'aurait pas dit ça ». Tout à, effectivement, il était influencé par les idées de l'époque, mais la réalité, à mon avis, c'est lui qui a tracé les voies de ce que pourrait être le monde avec le respect de la nature, tout ça. Il y a tout ça chez Hitler. Le totalitarisme nazi, auquel M. Genoux croit toujours, a poussé cet amour de la nature jusqu'au mythe de la race aryenne. Que dit François Genoux du racisme et de l'antisémitisme? Est-ce que vous aviez épousé les idées du national-socialisme, y compris à l'égard des Juifs, à cette époque-là? J'ai toujours été assez réservé sur cette histoire des Juifs. Oui. D'une façon générale, je suis persuadé qu'ils ont une influence négative. Mais la solution finale? Mais d'abord, je n'y crois pas. Je ne crois absolument pas qu'il y ait eu la volonté d'une solution finale et de les éliminer. À mon avis, c'est complètement faux. Ils ont été mobilisés pour travailler
Mais ils n'ont pas été systématiquement tués, on les aurait tués sur place. Vous ne croyez pas la suppression des Juifs décidée en 1942? Ah non, tout ça c'est faux. Il y a beaucoup de documents quand même. Cet acharnement négationniste qui contredit toute vérité historique explique ce que va devenir la vie de François Genoux. Il ne peut admettre l'existence de l'Holocauste car ce serait reconnaître la monstruosité de la doctrine à laquelle il a juré fidélité depuis l'âge de 16 ans. Cette fidélité le force à truquer l'histoire. 60 ans plus tard, cette négation de la réalité l'oblige à toutes les contorsions. Il met sur le compte de ses ennemis, les démocrates, les juifs, les occidentaux, la responsabilité de la guerre. Il fait des nazis les victimes d'un grand complot qu'il qualifie de mondialiste. C'est cette aberration intellectuelle qui lui permettra d'endosser plus tard les habits de bon samaritain, bravant les évidences les plus criantes, pour porter secours aux anciens chefs de camp ou de la Gestapo jusqu'à Klaus Barbie. Les membres du nouveau ministère à la tête duquel Adolf Hitler a été désigné se réunissent pour la première fois à l'hôtel Kaiserhof. Vous vous rappelez, là, du 30 janvier 1933, prise de pouvoir d'Hitler, vous vous rappelez bien de ce jour-là? Oui, enfin, tous ces jours, c'est sur plusieurs jours. Mais vous le vivez avec qui partage votre joie? Personne. Hein? Ah, vous êtes tout seul, là? Partout en Europe, l'arrivée d'Hitler au pouvoir entraîne la constitution de mouvements nationalistes et fascisants plus ou moins violents. En Suisse, c'est le Front National. En 1934, je suis de retour en Suisse. Je travaille chez mon père. Sans passion, je veux dire. Et j'entends parler par un ami de la création du Front National. Genoux adhère. Son enthousiasme est remarqué. Il organise la section jeunesse du Front National. Il participe aux manifestations interdites. Mais les bonnes manières suisses ramènent l'ordre et le calme. Le mouvement ne prend pas. La tentation fasciste a séduit bon nombre de Suisses alémaniques, mais moins les francophones. Genoux, déçu et tenté par d'autres horizons. Il a 20 ans, il prend la route, c'est l'époque des grands raids. Avec son camarade national-socialiste Jean Beauvert, il part pour relier Genève à Shanghai en voiture de sport. En partant au bout du monde, Genoux va trouver ce que le militantisme mou des nazis suisses ne lui a pas donné, l'odeur de la poudre, la fascination des guerriers. Après sa poignée de main avec Hitler, Genoux trouvera là le deuxième pivot qui va soutenir toute sa vie d'extrémiste, le terrorisme. Genoux et Beauvert quittent Lausanne le 13 mai 1936 et traversent l'Europe centrale. Une vraie promenade quelques mois avant l'Anschluss. Les Balkans sont déjà en guerre. Les Bulgares revendiquent la Bosnie et la Serbie. Ils essuient leur premier coup de feu. La Turquie de l'Atatürk les oblige à contourner l'Arménie. Ils entrent au Moyen-Orient par la Syrie, repiquent au nord vers l'Iran via Téhéran et entrent au royaume d'Afghanistan. Genoux et Beauvert atteignent l'actuel Pakistan fin août 1936. C'est encore l'Inde, joyau de la couronne d'Angleterre. Genoux, atteint par la fièvre typhoïde, doit s'arrêter à Calcutta. Un médecin suisse le remet d'aplomb, mais Genoux doit interrompre le raid. Beauvert redescend la voiture jusqu'à Téhéran, où il attendra Genoux. Genoux va le rejoindre par le train jusqu'à Karachi. De là, il s'embarque sur un cargo direction le golfe Persique. Et c'est ainsi qu'il arrive dans la capitale irakienne dans la nuit du 25 au 26 octobre 1936. J'arrive à Bagdad, je sors de la guerre et j'entends le bruit d'avions qui survolaient Bagdad. Moi j'ai vu beaucoup de choses, je m'attendais à tout, je me disais, ça c'est curieux. À Bagdad, il y a des avions comme ça qui volent la nuit. Et puis j'apprends qu'il y a eu un coup d'État. Et il se trouve que c'était le premier coup d'État nationaliste aux pays arabes. Et puis j'ai fait la connaissance de réfugiés palestiniens et comme j'étais totalement de ce côté-là engagé pour cette cause,
engagement à l'époque. C'était un engagement concret. Et un engagement concret, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire un engagement contre les Anglais. Oui, absolument. Moi, j'ai toujours été anti-anglais. Et vous participez même à une opération de nuit, et au fond, c'est votre première bombe. Comment ça se passe? Oui, enfin, là, j'ai joué un rôle tout à fait subalterne. Enfin, vous accompagnez. J'accompagnais. Vous accompagnez sans doute des Palestiniens, qui vont poser des bombes dans une base aérienne à quelques kilomètres de Bagdad. Oui, c'était une petite bombe. Enfin, c'était une petite bombe, enfin, vous participez à un coup. Oui. C'est à Bagdad que Genoux embrasse la cause du nationalisme arabe. Les fédayines palestiniens deviennent avec Hitler les seconds héros de sa vie. Ceux-ci comprennent le parti à tirer des 2 citoyens suisses. Grâce à leur passeport, ils peuvent passer les barrages anglais sans grand risque. On leur confie le courrier secret destiné au grand moufti de Jérusalem. La Palestine en 1936 est déjà à feu et à sang, soulevée contre les Anglais qui administrent le territoire et contre l'arrivée massive des colons sionistes dont le but est de créer un État juif. Les Palestiniens avaient cru aux promesses des Britanniques. Laurence d'Arabie leur avait garanti l'indépendance. Les traités qui suivirent la Première Guerre mondiale les en ont spoliés. Depuis, la révolte monte. Le chef des Palestiniens, c'est le grand moufti de Jérusalem. Genoux le rencontre à ce moment précis. C'est un homme qui parlait très très bien le français. Il était de cette génération qui la première langue étrangère, c'était le français. Et il nous a dit quelques mots très chaleureux et encourageants. Vous, jeunes francophones, pensez toujours et n'oubliez jamais le Maghreb arabe, n'est-ce pas, cette terre arabe qui est sous domination française. C'est là que vous pouvez peut-être être le plus utile. Alors ça m'a marqué, ça, pour la vie. Genoux n'est qu'un figurant, mais ironie de l'histoire, il anticipe à son modeste niveau la poignée de main donnée par le grand moufti à Hitler en 1938. Pourquoi ce rapprochement? C'est l'éternel combat des peuples niais qui vont chercher dans le jeu des grandes puissances du moment à faire amis avec les ennemis de leurs ennemis. C'est cette rencontre qui va faire de Hitler jusqu'à maintenant un héros du nationalisme arabe. Voilà pourquoi, aujourd'hui encore, les régimes irakiens et syriens publient Mein Kampf ou le protocole des sages de Sion. Et voilà pourquoi le nazi François Genoux sera si bien reçu par les combattants palestiniens les plus radicaux dans les années 70. La Deuxième Guerre mondiale sera une bonne affaire pour les Suisses, les seuls qui peuvent passer sans trop de problèmes les frontières. François Genoux voit dans l'occupation allemande une aubaine extraordinaire. Ses amis nazis suisses sont à Paris, dans les médias. Grâce aux francs suisses, il profite de taux de change époustouflants. La nuit dans un palace parisien ne lui coûte presque rien. Plus tard, il trafiquera or, diamants, monnaie et toiles de maître, y compris avec les diamantaires juifs d'Anvers, après qu'il eut décidé de s'établir à Bruxelles. Trouvant à 24 ans son époque décidément formidable, François Genoux entreprend un pèlerinage en Allemagne. Nous sommes au printemps 41. Alors je vais en Allemagne, je retrouve mon internat et je passe peut-être 8 jours là-bas, de détente, de vacances. Et c'est à ce moment-là que j'ai un coup de fil de la paix. C'est quand même bizarre quand même ce coup de fil. Non, parce que tu es certainement sur une liste de gens sympathisants. L'Abwehr, les services secrets de l'armée allemande dirigés par le fameux amiral Canaris. Du jour au lendemain, Genoux voyage sans aucune difficulté, grâce à son officier recruteur Paul Dickopf. Ce n'est pas n'importe qui. Il deviendra célèbre après la guerre en organisant la police criminelle d'Allemagne fédérale, la BKA, puis en devenant le président d'Interpol entre 1968 et 1972. Pour le moment, il se lie d'amitié avec Genoux. Nous étions des partenaires. Lui disait toujours, nous sommes des frères jumeaux, on n'est pas nés des mêmes parents, pas nés en même temps, pas nés au même endroit. Nous sommes des frères jumeaux, on avait 5 ans de différence d'âge, mais nous étions liés comme ça. Avant d'avoir été officier de l'Abwehr, Dickopf était passé par la Gestapo, la police politique du Troisième Reich. Alors, quel genre d'informations Dickopf demandait-il à Genoux? Qu'attendait-il de lui? Quel type de relation les unissait? Très vite, Dickopf s'est rendu compte des services que je pourrais éventuellement ultérieurement lui rendre. Il m'a très vite mis sur une voie de garage. Et les liens entre l'Abwehr et moi, c'était en réalité des liens entre Dickopf et moi, et c'était des liens d'amitié. Comment expliquer cet étrange comportement du futur patron d'Interpol? La version la plus probable est que Dickopf est un policier malin. Il a découvert en Genoux une aubaine.
Avec cet ami suisse, Dickhoff s'ouvre une porte de sortie pour l'après-guerre en cas de victoire alliée. Au printemps 1943, Dickhoff déserte et traverse l'Europe pour se mettre à l'abri chez Genoux en Suisse. Les espions, les agents ont une manie, c'est de porter plusieurs noms. Dans le même quartier, ils sont sous 4 noms différents dans des cafés différents. Alors lui, il était Dickman, il était Dickhoff, non pas Dickhoff, il était Jung, il était tout ce qu'on voulait. C'est ce qui a éveillé la curiosité de la police. J'ai l'honneur d'attirer votre attention sur la personne d'un ressortissant allemand, Dickhoff Paul, commissaire de police criminelle, alias Jung, alias Donaldson, alias Dickman, alias Hardegger, alias Peter Dor. Dickhoff et Genoux sont arrêtés, interrogés et confrontés. Les services secrets suisses ne savent que croire. 2 versions circulent désormais sur Dickhoff. Pour un des services secrets suisses, Dickhoff est un espion nazi de haut vol, infiltré en Suisse avec la complicité de Genoux. On se trouve en présence d'un redoutable chef de l'espionnage allemand qui, grâce à des manigances audacieuses, a réussi à dissimuler pendant de longs mois sa personnalité et à vivre en marge de la légalité. Mais pour l'armée suisse, Dickhoff est un allié puisqu'il était de mèche avec Genoux. Genoux lui-même étant répertorié comme membre des services de la Confédération helvétique. Genoux a-t-il travaillé pour le service de renseignement suisse? Oui, il a travaillé pour nous en Allemagne et en Belgique. Les 2 thèses, amis ou ennemis, cohabitent. Elles alimenteront les rumeurs bien après la mort en 1973 de Paul Dickhoff. La complexité des stratégies d'espions explique le reste. Tout le monde a plus ou moins trompé. Il fallait s'en sortir. 44, 45, la situation était bien différente. Donc ça s'explique très bien. Et encore maintenant, on écrit sur ce sujet, parce que pour les uns, la preuve que Dickhoff était en réalité un nazi camouflé, n'est-ce pas? C'est que son entrée en Suisse, tout ça, c'était organisé par qui? Par François Genoux, qui se proclame toujours national-socialiste. Donc ça, c'est ridicule, mais enfin, ça tient la route aussi. Dickhoff a gagné son pari. Il est blanchi. Et il offre début 1945 ses services à l'OSS, l'organisation qui donnera naissance à la CIA. Décidément très malin, Dickhoff propose alors aux Américains, pour qui l'ennemi désormais est à Moscou, de bâtir un réseau d'espionnage sur l'Europe de l'Est. Quand les Américains récupéreront le général Gehlen, numéro 2 de l'Abwehr, ils lui confieront l'organisation de ce réseau. Ce qu'on appellera le réseau Gehlen sera transformé plus tard en 1955 en BND, les services secrets actuels de l'Allemagne fédérale. François Genoux, lui, s'inscrit à la Croix-Rouge de Bruxelles, jusqu'à la capitulation de l'armée allemande. Les témoignages sont formels, il se dévoue sincèrement pour les réfugiés. Mais la fin de la guerre renforce ses convictions. Le jeune homme devient maintenant vraiment militant nazi, à l'heure où le Troisième Reich s'effondre et où le monde se croit délivré pour toujours de la peste brune. Aussitôt la guerre terminée, dès que j'ai eu l'occasion, je me suis rendu au Maroc, à Tanger, et c'est là que sont noués les premiers contacts pour moi. La ville de Tanger est soumise de nouveau à un régime international. Les Espagnols l'ont quitté et sur les 15 postes de la nouvelle administration, 8 sont attribués à des Français. Au Maroc, vous êtes en relation avec les grands opposants. Oui, qui n'étaient même pas des opposants à cette époque, qui participaient au pouvoir, et grâce à qui, disons, le roi Mohamed V est rentré, les Ben Barka, Abderrahman Youssoufi. Vous êtes proche de Ben Barka? Très proche de Ben Barka. C'est un grand ami que j'ai perdu. En même temps qu'il renoue avec le nationalisme arabe, Genoux, dans cette zone franche, peut se permettre d'éditer des livres de collaborateurs français en exil condamnés à mort, ou de Léon de Grelle, le grand nazi belge réfugié chez Franco. Le commerce des livres le fait vivre et attire chez lui toute une clique de nazis interdits de publication dans leur pays. Genoux constate alors que les Alliés, lors des grands procès de l'après-guerre, ont négligé les questions de droit d'auteur concernant les discours et écrits des anciens chefs nazis. Le militant Genoux part en chasse. J'ai été très tôt dans l'édition, intéressé par les livres, et puis je pense à l'esprit normal. Je sais que le droit d'auteur est incessible. De son vivant, on ne peut pas céder son droit d'auteur, n'est-ce pas? On peut contracter des éditeurs, on peut faire des contrats,
mais on ne cède pas. Genoux agit d'abord pour que le contrôle des œuvres des dignitaires du Troisième Reich reste en de bonnes mains. Les bénéfices sur la vente des livres peuvent ensuite servir à financer les actions judiciaires intentées par leurs familles. Ça tombe bien, les plus grands éditeurs européens n'ont alors aucun scrupule à publier la moindre relique nazie. Avec les libres propos d'Hitler qu'il édite pour Flammarion, François Genoux fait parler de lui dans les journaux. Il récidive avec les œuvres de Goebbels dont il devient le légataire universel. Woher haben Sie die Urheber- oder die Nutzungsrechte an den Werken, an den Tagebüchern zum Beispiel von Dr. Josef Goebbels? Ich habe sie vom Nachlasspfleger nach Dr. Goebbels, ein Berliner Rechtsanwalt, Dr. Kurt Leike, durch Vertrag im Jahre 55 erhalten. Das ist der Vertrag mit Herrn Dr. Leike. Und was sichert der Ihnen zu, dieser Vertrag? Also sichert mir die Ausübung des Urheberrechts im Einverständnis mit den Erben. Für die Sie arbeiten? Für welche ich natürlich arbeite. Sie haben geschrieben, dass Sie Josef Goebbels für einen Helden halten. Wie meinen Sie das? Ich betrachte, dass der typische Held ist. Er ist ein Mann, der an etwas geglaubt hat und der bis zuletzt gekämpft hat und sehr mutig gekämpft hat und der sehr konsequent bis zur letzten Stunde gewesen ist. La télé allemande a laissé passer en 1978 cette apologie de l'idéologue hitlérien sans commentaire. Mais le plus invraisemblable dans cette histoire, c'est que Mein Kampf soit interdit en France, alors que le testament politique d'Hitler, exhumé par Genoux, est publié en 1959 par la librairie Artem Fayard. On y lisait cette phrase que Genoux n'a pas oubliée. Je suis persuadé que les Japonais, les Chinois et les peuples régis par l'islam seront toujours plus proches de nous que la France, par exemple, en dépit de la parenté du sang qui coule dans nos veines. Cette lecture nazie du monde va continuer à dicter la conduite de Genoux et le mener jusqu'à Carlos. Genoux n'a pas obtenu tous ses contrats d'édition comme ça, du jour au lendemain. On ne côtoie pas le Gotha nazi uniquement sur sa bonne mine. Seul un coup d'éclat a pu impressionner ces guerriers à la pensée froide. En fait, le hasard de l'histoire a permis au petit Genoux de jouer dans la cour des grands. En 1951, grâce à son ami Beauvert, Genoux rencontre le général Ramke, héros de la Wehrmacht, symbole pour les Allemands de la grandeur de leur armée, prisonnier en France depuis 1944. Il va, sur un coup de tête, organiser son évasion. Un ami très très proche me rend visite et me dit je devrais aller au bord de la Seine, c'est un endroit tout près de Barbizon. Est-ce que tu peux me conduire comme j'habitais en France et j'avais une voiture en France. Alors je l'ai conduit, c'était pour voir un prisonnier de la France, donc un général allemand, général Ramke, qui était un très très grand héros de la guerre. Ramke m'intéressait. Alors, moi je lui dis, les Allemands, tout est fait sur ordre. Quand on leur ordonne d'être des lions, ce sont des lions. Quand on leur ordonne d'être des moutons, ce sont des moutons, n'est-ce pas? Il y a encore des dizaines de milliers de prisonniers allemands. Il n'y en a pas un qui se sauve. Il me dit, mais c'est ce que je veux faire, moi. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Genoux imagine alors que Ramke peut prendre la tête d'un quatrième Reich. Vous avez tenté aussi de l'aider à constituer une sorte de gouvernement en exil en Espagne. C'était mon idée, comme ça, qu'on pourrait éventuellement... La République de Bonn était très vacillante, personne n'y croyait vraiment. C'était tout début, n'est-ce pas? Tout ça, c'était fin 50. Moi, j'ai des idées comme ça de ce qu'on pourrait éventuellement faire d'intéressant. Genoux contacte le beau-frère de Franco, son ami Ramon Serrano Suñer, chef de file des fascistes espagnols, et qui est ravi de l'aider à organiser un gouvernement du 4e Reich en Espagne. Ramon Serrano Suñer consulte Franco. Feu vert. Ramke était d'accord éventuellement avec ça? Oui, lui, tout à fait d'accord. Mais enfin, il avait le désir
de retrouver le contact avec sa famille. Évadé de France où il était prisonnier sur parole, le général allemand Ramke a convoqué à Hambourg la presse écrite et la presse filmée avant de disparaître à nouveau. La diffusion de cette interview clandestine sur les écrans allemands a été interdite par les autorités françaises. Herr General, haben Sie Ihr Ehrenwort gegeben, aus Frankreich nicht zu fliehen? Nein, ich habe niemals ein Ehrenwort gegeben. Il a fait des déclarations comme quoi ce n'était pas du tout un désir de se dérober à la justice, mais attirer l'attention du monde sur le fait qu'on maintenait, des années après la fin de la guerre, qu'on maintenait en prison sous l'inculpation de crimes de guerre, etc., des personnes qu'on ne jugeait pas. Effectivement, ça a changé totalement les choses. À partir de ce moment-là, le rythme a été beaucoup plus rapide, n'est-ce pas? Et pour finir, il est rentré... Pour se faire juger. Pour se faire juger, parce qu'il voulait être à côté de ses officiers, de ses collaborateurs. La France, en accord avec le chancelier Adenauer, organise un procès expéditif qui condamne Ramke à une peine couvrant en gros sa détention. 1951, l'OTAN vient d'être constituée. Les armées françaises et allemandes doivent oublier les guerres passées. En faisant évader Ramke, Genoux a bien malgré lui contribué à l'intégration européenne. Ramke retourne au pays où il est accueilli en héros. Genoux le rejoint. Et là, il fait la rencontre la plus importante de sa vie depuis Paul Dikop. C'était à Francfort, maison d'édition à Francfort. Moi j'étais déjà là avec ma femme. Et puis on voit arriver Ramke dans une Volkswagen comme ça avec mon ami, celui qui est devenu mon ami Reichenberg. Et là c'est important pour votre vie ça après Reichenberg? Très important parce que c'est lui au fond qui m'introduit partout. You must plead guilty or not guilty. Bekenne mich im Sinne der Anklage nicht schuldig. Hans Reichenberg, haut fonctionnaire du Troisième Reich, puis officier supérieur de la Wehrmacht, a organisé la défense de Göring au procès de Nuremberg. Familier du maréchal, il avait animé son cabinet ministériel avant de passer à celui de Walter Funk, ministre des Finances de Hitler. Beaucoup d'anciens dignitaires du Reich ont retrouvé des responsabilités dans la Nouvelle-Allemagne. Reichenberg s'est blanchi après-guerre grâce au réseau d'espionnage du général Gehlen, tout en restant un nazi convaincu. Vous saviez à l'époque qu'en fait il était quelqu'un du BND, c'est-à-dire les services secrets allemands. Dans ce service, il y a beaucoup d'hommes du passé, tous les anciens nationaux-socialistes qui ont dû survivre, essayer de survivre, etc. Ils avaient des liens. Barbie, par exemple, avait des liens avec les Américains. Ça ne veut pas dire que Barbie était un agent américain, mais ça ne veut pas dire que Reichenberg était un agent du BND. J'ai connu des Allemands qui étaient réfugiés en Syrie. On a aussi dit sont les résidents du BND. Mais c'est un peu de vantardise Vous pensez à Alois Brunner? Alois Brunner, certainement qu'on lui fait aussi cette réputation-là. Mais tout ça, ça n'a pas la signification qu'on lui donne maintenant. Moi, je serais un agent de je ne sais pas qui pour me raconter des tas d'histoires. En réalité, j'ai toujours été un homme libre. Mon ami Reichenberg, c'est un homme libre. S'il jouait de ça, c'était pour pouvoir aussi faire autre chose. On a fait des tas de choses qui étaient tout à fait, au fond, en contradiction avec la politique officielle de Bonn. Comment ces anciens nazis ont-ils vécu la contradiction entre leur serment de fidélité au nazisme et le respect des ordres donnés par la RFA? Sans hésitation, Reichenberg, lui, choisira toujours Hitler. Il va même avec Genoux jusqu'à trahir la République fédérale au profit de la RDA. C'était en 1963. Bonn avait décidé de reconnaître officiellement l'État d'Israël, un acte inacceptable pour les deux nazis. Genoux pousse alors l'Algérie à reconnaître l'Allemagne de l'Est. Reichenberg encourage le voyage de Genoux à Berlin-Est. Reichenberg et Genoux ont voulu punir la RFA. Le duo Reichenberg-Genoux sévit partout où il peut. À la prison de Spandau, où croupissent les condamnés du procès de Nuremberg, surveillés par des soldats alliés, il recrute quelques gardiens pour faire passer des images du docteur Funk, le banquier d'Hitler, ou de Rudolf Hess, le dauphin du Führer. Images monnayées auprès de la presse à sensation et qui subviennent aux besoins des familles des nazis pestiférés. À l'âge de 35 ans, Genoux a accompli le premier rêve de sa vie. Il est sur Terre l'un des plus actifs propagandistes du nazisme. Il va pouvoir maintenant se consacrer à sa deuxième passion, le nationalisme arabe. « 1956.
Nasser nationalise le canal de Suez. Français, Anglais et Israéliens ripostent en envoyant des troupes. Et c'est ici que le télescopage historique se produit. La cause des Arabes est alors défendue par l'extrême gauche européenne, autant par anti-américanisme que pour le droit des peuples à disposer de leur destin. Les nazis, eux, retrouvent dans le combat de Nasser des repères que le grand moufti et Adolf Hitler avaient déjà posés. C'est donc pour des raisons radicalement opposées que nazis et communistes vont se retrouver embarqués sur le même bateau. Le monde entier était excité, avait la haine des Arabes, qui était dénoncée partout. Alors j'ai créé une association internationale des Amis du monde arabe. Avec qui? Avec le siège à Lausanne. Donc, il y a eu plusieurs personnalités, en particulier le plus grand arabisant français, Benoît Méchain, enfin de nombreux amis. Des Allemands aussi. Il y a Hans Reichenberg qui était... Oui, alors mon ami Reichenberg, qui lui depuis 1951 était plus qu'un ami, était vraiment un frère pour moi, qui a marché à fond. Et nous avions beaucoup de sympathie du côté de personnalités allemandes, parce qu'à cette époque, il y avait encore... Les anciens étaient toujours là et très importants. Quand vous dites anciens, c'est les gens qui étaient les anciens nazis. Les anciens nazis, oui. Genoux a bien compris qu'il y a là l'occasion d'une revanche inespérée contre les vainqueurs de 1945 et contre l'humiliation du procès de Nuremberg infligé, selon lui, aux nazis. Et vous essayez aussi de monter une association de juristes pour impliquer comme criminels de guerre les dirigeants français et anglais. Oui, enfin, j'ai fait, disons, tout ce que j'ai pu dans mon domaine à cette époque, ce qui m'a naturellement créé beaucoup de relations, beaucoup d'inimitié, en général, et beaucoup d'amitié. Ce militantisme de l'ombre pousse François Genoux à reprendre la route du Proche-Orient. Le Caire, comme toutes les autres grandes capitales du monde arabe, est devenu pour lui la base arrière d'où il préparera ses coups. À partir de maintenant, on peut dire de Genoux qu'il n'est plus un spectateur de l'histoire, mais un activiste qui va s'immiscer dans les grandes fractures de l'époque. Est-ce que vous êtes venu souvent au Caire? Oui, souvent. J'ai découvert le Caire en 1936 et j'y suis retourné après la guerre très fréquemment à partir de 1959. Pour moi, le Caire est la base du nationalisme arabe. François Genoux va devenir l'ami de Fatih El-Dib, le chef des services secrets de Nasser, l'homme qui a fait et défait les régimes arabes du Golfe Persique à l'Atlantique pour tenter de bâtir la République arabe unie chère à Nasser. C'est pas facile de dire quelque chose pour un homme qui a travaillé dans une affaire formidable de aider les gens qui luttent pour son pays. Il a travaillé avec nous. Avec nous, c'est qui avec nous? Avec tous les pays arabes, avec tout l'Égypte, qui mettent tous les moyens d'aider les peuples algériens, tunisiens, marocains, même dans d'autres pays, la Libye, il a essayé de... Mais quand j'étais responsable de toute cette affaire, s'il y a quelque chose que je demande d'avoir un homme qui peut lutter avec un cœur très fidèle, je appelle, je contacte Monsieur François Genoux. Pour Fatih El-Dib, François Genoux était non seulement une des passerelles les plus importantes qu'il ait eues avec l'Europe, mais aussi un stratège de l'action clandestine sur lequel il pouvait s'appuyer. Cette connexion s'est construite au plus fort de la guerre d'Algérie. Nous sommes en 1958. Depuis quelques mois, la France détient à la prison de la Santé 5 hommes qu'elle a kidnappés en plein ciel marocain. Les chefs du FLN, Ben Bella, Kider, Haït Ahmed et Boudiaf. Nasser décide de les faire évader et confie le travail à Fatih El-Dib, qui s'installe en Allemagne. De Suisse, Genoux entend parler de choses bizarres dans les milieux nazis. On recruterait un commando contre la France. J'apprends que quelque chose se trame par précisément mon représentant de l'Association internationale des amis du monde arabe en Allemagne, qui me dit à quelqu'un que j'aimerais absolument que vous rencontriez. Il me fait venir et je fais la connaissance du chef du commando.
qui lui aussi est très prudent, très réservé, ne me dit pas de quoi il s'agit, mais un coup est projeté en France. Moi, je lui ai dit, vous savez, je ne peux pas agir sans savoir pourquoi. À mon avis, il n'y a que deux objectifs intéressants en France, c'est assassiner De Gaulle ou libérer les 5 de la santé. Ah, comment savez-vous? N'est-ce pas, il était stupéfait. Il dit, ben, c'est un raisonnement élémentaire. Il me dit, oui, effectivement, c'est pour libérer les 5 de la santé. Le commando est arrivé à Paris. Ils sont descendus dans un petit hôtel près de la gare de l'Est. Ils étaient, je crois, 5. Je ne sais plus combien. Nous sommes très vite rendus compte, les uns et les autres, les prisonniers à l'intérieur, Abderrahmane Youssoufi et moi à l'extérieur, que le projet ne plaît pas. C'était une impossibilité de libérer ces 5. Et même que le projet devait être piégé. Genoux va en Allemagne, rencontre Fatih El-Dib et le persuade. La tentative d'évasion pourrait bien être manipulée par les services secrets français et être un piège pour abattre les 5 au cours d'une évasion bidon. Le FLN serait définitivement décapité et la France aurait l'honneur sauf. Le commando, qui était des Allemands, baragouinant à peine un peu le français, allaient au café de la santé, ont même eu des contacts, avec un gardien ou un chef gardien, etc. Enfin, on croyait pénétrer l'ennemi, mais en réalité, c'est l'adversaire qui est pénétré. Genoux et Fatih El-Dib changent de tactique. Par le biais de proches du général de Gaulle, dont la veuve d'André Dittelme, un des premiers compagnons de Gaulle à Londres, ils vont tenter de convaincre les autorités françaises que la détention des 5 ne fait que radicaliser le mouvement algérien. C'est dans un appartement du boulevard Malesherbes, au numéro 31, que Genoux rencontre plusieurs fois le général Grossin, chef des services secrets français, le SDEC. Le colonel de Boissieu, neveu du général de Gaulle, discute également avec Genoux des conditions de l'élargissement de Ben Bella et de ses amis. Genoux est même reçu plusieurs fois rue de Rivoli par Antoine Pinet, le premier ministre des Finances de la Ve République. J'ai découvert toute une élite française dont j'ignorais l'existence, qui m'a été très sympathique, ce qui ne changeait à rien mes idées, mes sentiments, ce qui ne changeait certainement pas les leurs non plus. Alors là, on a fait un effort qui, je pense, a contribué aussi à porter un peu ses fruits par le changement de résidence, le retour des 5 près de Paris, donc à Turcan, puis ensuite à Aulnois, puis les contacts ouverts, la possibilité pour eux de recevoir des amis, d'avoir des contacts, etc., qui étaient très importants dans les derniers mois de la guerre d'Algérie. Ainsi, Genoux a-t-il joué son rôle dans la crise algérienne. Les services secrets français savaient pourtant tout du passé nazi de Genoux et de son engagement militant aux côtés du FLN. Mais contrairement à plusieurs de ses amis qui seront exécutés par le service action du SDEC, la France doit estimer que François Genoux est plus utile vivant que mort. En attendant, la sortie des 5 de prison et leur assignation à résidence surveillée permettent à Genoux de rencontrer pour la première fois physiquement les dirigeants du FLN. J'ai fait la connaissance directe des grands 5, qui étaient mes héros. Alors, le contact a été bon avec tous, il est toujours resté bon, mais enfin, le contact particulièrement sympathique et touchant, c'était avec Mohamed Kider et Ben Bella, parce qu'il y avait des tendances entre eux. Et les deux, qui étaient des anciens d'Égypte, étaient très proches du nationalisme arabe, très proches de Nasser, sont eux, au fond, qui ont fait basculer Nasser dans le combat pour l'indépendance algérienne, pour le nationalisme arabe. Genoux n'en continue pas moins de veiller sur ses amis hitlériens. Le 22 mai 1960, Israël récupère l'organisateur de l'Holocauste, Adolf Eichmann, en Amérique latine. François Genoux se démène pour lui procurer un avocat et lui conseille une stratégie de défense, la fameuse stratégie de rupture. Refuser de répondre à toutes les questions, nier la légitimité des juges. Une stratégie de rupture que reprendra à son compte Maître Vergès dans les années 80. C'est toujours la même chose, ça doit être un refus total et absolu de parler. Eichmann s'est montré très docile, il a parlé.
Moi, j'étais extrêmement déçu par la défense d'Eichmann. Adolf Eichmann sera exécuté le 31 mai 1962. Les accords d'Évian en 1962 aboutiront à l'indépendance de l'Algérie. Ben Bella dirige le pays. Kider tient le FLN. Dans le pays, l'espoir est immense, mais pour ses dirigeants, la catastrophe est imminente. Pas d'administration, pas d'argent, rien. Genoux décide de s'installer à Alger. Comme convenu avec Ben Bella et Kider quelques mois plus tôt, le FLN confie aux Suisses le soin de bâtir la première banque algérienne. En Algérie, au moment de l'indépendance, toutes les banques étaient françaises. Et on ne peut pas être véritablement indépendant en n'ayant pas le contrôle de l'argent. Donc j'étais conscient du fait que c'était la première chose, quitte à ce que ce soit une petite cellule au départ, mais il fallait une petite cellule véritablement indépendante. Et c'est comme ça qu'en 1962, nous avons concrétisé le projet et que la Banque populaire arabe, dont moi j'étais le fondateur et le premier PDG, n'est-ce pas, était la première banque véritablement nationalité arabe. C'est alors que naît l'affaire du trésor du FLN. Le trésor FLN, c'est essentiellement des aides étrangères, collectées pour une très grande part par Mohamed Kider après l'indépendance. Il a fait toute une tournée des pays arabes, puis tout le monde voulait aider. Enfin, c'est ça qui a beaucoup grossi. On a parlé, on a toujours dit c'est l'argent des travailleurs qui ont utilisé. Il y en avait un peu quand même. Alors il y en avait un peu. Mais disons c'était la petite part. Seul Mohamed Kider avait la signature. Seule la signature, et sa signature seule suffisait. C'est lui qui disposait. Il y a eu transfert, les responsables précédents, tout était transféré. Il y avait à peu près combien? J'ai lu qu'il y avait à peu près 42 millions de francs suisses. Oui, c'est à peu près la somme, je crois. Après la banque, Genoux va caser dans l'administration d'Alger ses amis allemands. Pour l'organisation de la police, il fait appel à Paul Dickopf. J'ai parlé à Ben Bella, puis je lui ai dit, mais vous devriez avoir un directeur de qualité. Et moi, je pourrais établir des liens avec les numéros 1 au monde. Ce sont les Allemands. Parce que chez eux, tout a été repris à zéro après la défaite du pays. Et il se trouve que l'homme qui a construit la police de sûreté allemande après la guerre, c'est un très très grand ami à moi. Alors j'en ai parlé à Polikov qui était très enthousiaste, qui n'avait qu'un désir, c'était ça. Il y a eu une coopération dès ce moment-là, très bien. Entre les deux polices. Entre les deux polices. Et je sais que les Allemands m'ont toujours parlé d'une façon très élogieuse des Algériens. Indirectement, vous êtes largement responsable de la nomination de Paul Dickopf à la tête d'Interpol, parce que... Oui, très directement, oui. C'est en effet l'Algérie qui convaincra l'ensemble des pays non alignés de voter en bloc pour l'ancien agent de l'Abwehr. Dickopf sera élu à la tête d'Interpol et présidera l'organisation de 1968 à 1972, lorsque Genoux sera engagé à fond dans le terrorisme. Mais nous n'en sommes pas encore là. Genoux s'intéresse aussi au pétrole, le nouveau nerf de la guerre, une arme pour les Arabes face à l'Occident. J'ai eu la visite d'un ami en particulier qui m'a raconté l'histoire du projet de pipeline. La production augmentant, les sociétés de pétrole avaient besoin de moyens d'évacuation supplémentaires pour transporter ce pétrole des sources à la mer, 800 km. Le gouvernement algérien avait exprimé le désir de participer à la société créée pour la création de ce nouveau pipeline à concurrence de 22%, avec la possibilité d'augmenter cette participation à 33%. La réponse des pétroliers a été
d'accord avec le principe de votre participation, mais pas 22%, pas plus de 10%. Un consortium de compagnies pétrolières et sidérurgiques dirigé par la France s'est constitué et porte le nom de Trapal. Pour De Gaulle, le pétrole algérien doit rester sous contrôle européen. Alors, ayant tous ces renseignements qui se recoupaient, je suis allé voir Ben Bella. Je lui ai dit, mais c'est scandaleux, n'est-ce pas, ce chantage des sociétés de pétrole, alors que votre demande est une demande tout à fait légitime. Pourquoi ne répondez-vous pas à cette prétention scandaleuse des pétroliers en décidant, vous, de faire un oléoduc 100% algérien? Ah, il m'a dit ça, ce serait la plus grande victoire depuis l'indépendance. Alors je lui ai dit, si vous me donnez un tout petit pouvoir, n'est-ce pas, moi je me fais fort de rassembler les fonds nécessaires pour faire le pipeline 100% algérien, n'est-ce pas, et j'irai chercher l'argent dans la poche des Arabes qui ont de l'argent. Là, vous commencez une guerre frontale avec tous les autres intérêts. Avec la France, avec l'Angleterre, c'est une guerre frontale là que vous commencez. Vous en êtes conscient? Oui, je peux penser. C'est ça qui m'excitait d'ailleurs. Genoux trouve au Koweït 6 millions de livres sterling. Il cherche alors un industriel et fait appel à Reichenberg que le BND a envoyé à Alger avec le titre officiel de conseiller économique de Ben Bella. Reichenberg alerte le réseau nazi. Et qui répond présent? Arthur Axmann, le dernier chef des jeunesses hitlériennes, le seul survivant du bunker d'Hitler. Axmann travaille pour l'entreprise Thyssen. Avec Genoux, il monte rapidement le dossier. Les Algériens disposeront de 100% de leur pétrole contre l'exclusivité du chantier pour les Allemands. Ben Bella a pu lancer la nouvelle. Il a fait une déclaration? Il a fait une déclaration. Alors, ça a eu des effets divers. La France a tout de suite déposé plainte contre l'Algérie pour violation des accords de Lyon devant le tribunal de La Haye. Tribunal de La Haye, n'est-ce pas? Les pétroliers ont protesté, enfin s'est élevé de bouclier. Et puis, donc pour nous c'était le triomphe, et en réalité c'était le début de la fin. C'était un débâcle. Car la manœuvre allemande va échouer sous les coups des services secrets anglais et des nouveaux responsables algériens du pétrole que Genoux avait court-circuité. Genoux est alors en perte de vitesse. La bataille pour le pouvoir fait rage à Alger. Elle oppose frontalement Ben Bella à Kider. Kider démissionne de ses fonctions. À un moment donné, Ben Bella, lorsqu'il était très tendu, me dit « Maintenant c'est l'heure du choix. On est avec nous, contre nous. » Je lui ai répondu « Mon cher ami, cette heure du choix ne sonnera jamais pour moi, n'est-ce pas? Moi, j'étais et je suis avec vous tous, n'est-ce pas? Mais ce sont vos affaires, je n'ai pas à intervenir là-dedans, et je serai toujours votre ami, mais vous ne me ferez pas renoncer à mon amitié pour Kider. » C'était quand ça? Ça, c'était en, je pense, début de printemps 64, au début de l'été 64. Genoux, dépositaire du trésor du FLN, se retrouve piégé. Kider décide d'utiliser l'argent pour financer l'opposition à Ben Bella et notamment les maquis kabyles. Genoux est arrêté, interrogé, emprisonné avant d'être expulsé par son ami Ben Bella. Ben Bella se rapproche de l'armée pour éliminer ses rivaux. Erreur classique à toute révolution en quête de stabilité. Le colonel Boumedienne en profite pour le renverser quelques mois plus tard. Le Conseil de la Révolution a été créé. Il a pris toutes les dispositions pour assurer dans l'ordre et la sécurité le fonctionnement des institutions en place et la bonne marche des affaires publiques. Pendant que Boumedienne fait le ménage en Algérie, il poursuit Genoux pour récupérer ce qui reste du trésor. La chasse durera jusqu'en 1979. Entre-temps, Boumedienne aura fait assassiner Kider en 1967 à Madrid. Genoux, lui, n'a jamais profité de cet argent et sera lavé des accusations de détournement par la justice. Juin 1967. En 6 jours, Israël brise Nasser et l'expansion du nationalisme arabe. Les Palestiniens se retrouvent nus, sans terre, ni soutien, ni espoir de reconquête. Quelques groupuscules prônent alors la lutte armée. L'un d'eux va se faire entendre avec fracas, le FPLP.
Son chef, le docteur Habash, a cultivé le national-socialisme, comme le grand moufti 30 ans plus tôt. Mais au début des années 70, il tient un discours marxiste-léniniste, car les ennemis de ses ennemis sont l'URSS, Cuba, le Vietnam et la Chine. Et il reprend les thèmes alors majoritaires dans la communauté internationale contre l'allié des États-Unis. We are not anti-Jewish. We actually want all Jews all over the world, if possible, to understand us, including the Jews in Israel. We are not aiming to throw the Jews in the sea as the Zionist movement say. We are against Zionism. And we are against the Israeli state as it is now. Why? Because it is the fruit of Zionism. It is a racist state. And it is a state based on conquer and based on aggression. Genoux va trouver une nouvelle occasion d'agir, cette fois-ci livré à domicile. 18 février 1969, aéroport de Zurich. Un commando du FPLP attaque un Boeing de la compagnie israélienne El Al. Il tue un des membres d'équipage. Un homme des services israéliens riposte et abat un Palestinien. Le reste du commando est arrêté par la police suisse. François Genoux à court. L'Union des avocats arabes prend en charge, disons, la défense des Palestiniens. Et c'est mon ami Abderrahmane Yousfi qui prend l'affaire en main. Et puis moi, je me mets à la disposition et je prends en main l'affaire du côté suisse. François Genoux fait appliquer sa stratégie de rupture tentée avec Adolf Eichmann. Et on est arrivé au procès, c'était un truc pas mal conduit, parce qu'on est arrivé au procès avec le refus des trois de participer. Genoux devient alors très proche des trois Palestiniens et leur fait part de son désir d'aller au Liban. J'avais l'intention de partir au Liban, alors je leur ai dit, moi je pars au Liban, et puis je verrai mon ami Habash. Puis l'un d'eux, le plus jeune, il m'a dit, mais ne perdez pas votre temps, n'est-ce pas? Voyez surtout notre chef, notre leader, le docteur Wadi Haddad. C'est lui l'homme intéressant. Vous connaissiez ce personnage, Wadi Haddad? Je ne connaissais même pas l'existence de Wadi Haddad. Alors, je suis allé... À Beyrouth? À Beyrouth, j'ai vu Wadi Haddad. Et comment vous réussissez à avoir accès à Wadi Haddad? Bon, ça m'était très facile, parce que tous ces groupes palestiniens, c'était mes amis. Cette rencontre va servir les deux hommes. Elle leur fait imaginer une toute nouvelle stratégie, l'internationalisation du terrorisme. Une véritable déclaration de guerre aux démocraties. La communauté internationale a été en permanence la complice d'Israël. Donc il était tout à fait logique de mener la guerre contre le sionisme partout dans le monde. 1970, quelques mois après la rencontre Genoux-Haddad, le FPLP organise le plus spectaculaire détournement d'avion de l'histoire du terrorisme. Nous sommes sur l'aéroport de Zarqa, en Jordanie. Pendant plusieurs jours, le monde va vivre au rythme angoissé de la première prise d'otages planétaire. L'affaire se terminera par la libération de tous les otages et la destruction des Boeing. Dans les jours qui suivent, le roi Hussein de Jordanie décide de mater la résistance palestinienne qu'il ne contrôle plus sur son territoire. C'est le massacre dit de Septembre Noir qui pousse à l'exil et vers les camps de réfugiés des dizaines de milliers de Palestiniens. Avec le recul historique, on peut se demander si la stratégie du terrorisme international mise en œuvre par Haddad et encouragée par Genoux a fait avancer ou reculer la cause du peuple palestinien. Les attentats et détournements ont fait prendre conscience aux dirigeants occidentaux que le problème palestinien n'était pas réglé. Mais à quel prix? Ce terrible Septembre Noir a déplacé la guerre au Liban, radicalisé la situation militaire et porté au pouvoir le Likoud en Israël, hostile à toute négociation de paix. En tout cas, pour Genoux, la leçon de Zarqa est claire. Le FPLP a capté l'attention du monde et Genoux s'engage plus que jamais. Vous avez essayé en Europe de ramener les gens vers Wadi Haddad. Oui. C'est par exemple avec les Algériens. Vous avez joué un rôle important. Absolument. Parce que tous ceux qui étaient attirés par Awatmeh ou par d'autres mouvements, je les ai dissuadés en disant l'homme d'action, si vous voulez véritablement faire quelque chose, l'homme d'action c'est Wadi Haddad.
J'ai fait connaître Wadi Haddad par plusieurs amis, puis ça s'est étendu, Amérique du Sud, partout, c'est devenu une véritable internationale. Les Japonais sont venus en participer. La mondialisation du terrorisme atteindra le comble de l'horreur avec l'irruption de l'armée rouge japonaise. Un commando de cette organisation, plus proche de la secte que du groupe armé, ouvrit le feu sur la foule de l'aéroport de Lod en Israël le 30 mai 1972. 28 morts, 78 blessés. Un des plus terribles attentats de l'histoire du terrorisme. François Genoux, qui a réussi jusqu'ici à donner de lui l'image d'un vieux monsieur qui raconte bien les histoires, a tombé d'un seul coup le masque. En Israël, les Japonais, ils viennent tous touristes avec leurs appareils de photo, puis ils ouvrent leurs valises, puis puis tu, je sais pas combien de personnes. Dans la foulée, Genoux brosse le portrait du commanditaire de Lod, son ami Wadi Haddad. C'était un type génial. Les Arabes ont eu la chance extraordinaire de voir un type comme ça. Et c'est un homme doux, médecin, gentil, bien civilisé, parfait, parfait. Hani Indi, qui est un des fondateurs du FPLP, affirme que Wadi Haddad avait un profond respect pour vous, et quand il avait dit « François Genoux a dit », c'était plus la peine de continuer la discussion parce que ça voulait dire « taisez-vous ». Est-ce que vous aviez souvenir de cette influence auprès de Wadi Haddad? C'est extrêmement flatteur, n'est-ce pas? Je pense que peut-être un peu exagéré, par amitié, par gentillesse, mais ça correspond de bien à la réalité. À Beyrouth, dans les salons de l'hôtel Bristol, le lieutenant de Wadi Haddad, Bassam Abou Sharif, explique la nature des liens qui unissaient les deux hommes. Abou Sharif est aujourd'hui un des plus proches conseillers de Yasser Arafat. La relation entre François Genoux et Wadi Haddad était une relation très chaleureuse. On l'aime beaucoup. Mais il avait en dehors de la chaleur et tout, il avait un rôle. Il avait de l'influence, il participait aux choses. Moi, je n'étais pas au courant des détails, mais j'étais sûr que François était un homme valable qui a participé dans les discussions et je suis sûr qu'il a donné une dimension stratégique au niveau opérationnel avec Wadi Haddad. Et c'est pourquoi il a eu le titre de cheikh. Cheikh, c'est-à-dire le chef, le vieux aussi. En 1971, Yasser Arafat, déstabilisé par la popularité du FPLP chez les Palestiniens, décide de monter sa propre organisation terroriste qu'il baptisera symboliquement Septembre Noir. François Genoux deviendra leur ami. Ils savent qu'ils vous... Oui, moi aussi, donc moi je suis de l'armée suisse. Oui, mais je veux dire, par exemple, de votre passé. Est-ce qu'ils savent ou est-ce... oui, tout le monde. Moi, j'ai jamais caché, moi. On m'a toujours accepté. Oui. François Genoux organise plusieurs rencontres entre les dirigeants du FPLP et ceux de Septembre Noir. Abou Iyad, numéro 2 de l'OLP, supervise les opérations. Sur le terrain, c'est Fouad El Chamali qui conçoit les actions, alors que le chef des commandos est le fameux Prince Rouge. François Genoux garde chez lui un vrai faux passeport algérien du Prince Rouge. Celui-ci dirigea le massacre des Jeux Olympiques de Munich, qui se termina par la mort de 11 athlètes israéliens. En représailles, le Prince Rouge sera assassiné par le Mossad le 22 janvier 1979. C'est le groupe de Septembre Noir qui a fait l'opération de Munich en septembre 72. Est-ce que vous avez été au courant? Non, pas du tout. Comme j'ai appris après. Mais vous avez su que c'était eux? C'est ce que j'ai toujours entendu. Et moi, je n'ai jamais cherché, jamais été curieux. Je n'ai jamais voulu savoir pour savoir. Genoux n'en dit pas plus. Le coup a en tout cas été conçu en Suisse par l'ami de François Genoux, Fouad El Chamali, qui mourra d'un cancer dans un hôpital de Genève juste avant l'attentat de Munich. Mais rien ne permet de dire que Genoux ait joué un rôle dans ce massacre. Est-ce que vous avez participé à l'élaboration d'une opération, à l'exécution d'une opération? Est-ce qu'il y a des choses où vous êtes engagé un peu plus? Vous ne me répondez pas à ça.
Genoux ne revendique qu'une opération qu'il a conçue, organisée et à laquelle il a participé. C'était le 23 février 1972, le détournement d'un avion afin d'obtenir une rançon. Wadi Haddad voulait porter un coup à l'Allemagne. D'autre part, le mouvement avait besoin d'argent. Nous avons monté une opération contre un avion de la Lufthansa. Alors nous avons ensemble réfléchi à la somme que l'on pouvait obtenir des Allemands. Parce qu'il faut toujours calculer juste. Si on demande des sommes exorbitantes, ça rend l'opération impossible. D'autre part, il ne faut pas demander trop peu, évidemment. Donc nous avons fixé un montant, sauf erreur, de 5 millions de $. Il était convenu avec Wadi Haddad qu'il nous ferait parvenir tous les documents 2 ou 3 jours avant la date prévue pour l'opération. Sind Sie geschlagen worden? Ich selbst nicht. Andere Männer? Ja, ist vorgekommen, ja. Wenn die Befehle nicht mit der Pistole. Un matin, j'ai un appel téléphonique d'un ami palestinien proche de Wadi Haddad qui me demande de venir d'urgence à l'aéroport de Cointrin, à Genève. 1 heure plus tard, j'étais là, et il me remet une grande enveloppe avec contenant tous ces messages, et en me disant que l'opération aurait lieu la nuit suivante, donc ce qui n'était pas prévu. C'était trop court. Also wir sind von 6 bewaffneten Ausländern aufgehalten worden und sind 7 Stunden mit denen geflogen. Was ging in der Maschine vor sich? Die haben einfach den Kapitän erstmal überwältigt. Das heißt also, sie haben ihn wahrscheinlich gezwungen, den Kurs zu ändern. Et je me suis dit, la seule chose à faire, c'est d'aller porter moi-même ces messages. J'ai décidé de partir en fin d'après-midi et de rouler toute la nuit pour arriver à Cologne, le siège national de la Lufthansa, pour y arriver au petit jour. Ma femme, Elisabeth, a insisté et nous sommes partis tous les deux. Nous avons roulé toute la nuit et en arrivant, je pense entre Francfort et Bonn, sur l'autoroute, nous avons entendu à notre petite radio que l'opération avait eu lieu, qu'elle avait réussi. Alors c'était la joie absolue. Et un peu avant 7 heures, nous étions près du dôme, nous parquions la voiture pour entrer à la poste de la gare principale de Cologne au moment de l'ouverture. Nous avions tous nos plis prêts. Nous les avons présentés à la guichetière. Elle nous a donné tous les timbres pour les express, etc. Nous avons soigneusement collé et nous avons posté tout ça. Par précaution, j'avais une copie du message des instructions à la Lufthansa et je l'ai porté personnellement au siège de la Lufthansa. Je l'ai posé près d'un huissier et je me suis esquivé. Dans une conférence de presse, le ministre allemand des Transports de l'époque s'interrogeait. Dieses Codewort kannte niemand. Mit dieser Bemerkung war klar, dass wir richtig getippt hatten. Es handelt sich um ausführende Organe einer Organisation, deren weisungsbefugter Kopf woanders sitzt als im Flugzeug. 1 heure plus tard, nous étions sur le territoire belge. L'opération était pour moi terminée.